Les plus ridicules sont ceux qu'on appelle les je sais tout, mais qui en réalité n'ont que de connaissances livresques, donc clairement obscures, qui n'ajoutent rien au savoir puisque avoisinant le poids d'une plume. Je pense, donc je suis, a dit l'autre. Les plus ridicules sont ceux qu'on appelle les je sais tout, mais qui en réalité n'ont que de connaissances livresques, donc clairement obscures, qui n'ajoutent rien au savoir puisque avoisinant le poids d'une plume. Je pense, donc je suis, a dit l'autre. Bonjour à chacun, bonjour à tous et merci de prendre ce rendez-vous, le Morning Live. Nous établissons la liaison directement avec notre consoeur Naomi Soumanou pour fixer le décor, c'est-à-dire nous donner la température du monde. Modeste Alimwanou, bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver une fois encore pour ce journal de Morning Live du 23 octobre. Nous démarrons avec cette actualité nationale. Les peines des populations en ce qui concerne la délivrance des attestations de résidence sont passagères, rassure le maire de la commune d'Abomey-Calavi. La demande est croissante, a constaté l'équipe de Golf TV Africa qui a sillonné quelques arrondissements. Reportage. Les populations d'Abomey-Calavi appellent les autorités communales et étatiques à agir dans l'intérêt général afin de résoudre la situation de l'indisponibilité des attestations de résidence. Depuis quelques jours, difficile donc d'obtenir cette attestation dans la commune d'Abomey-Calavi, pourtant commune à statut particulier. Ici, c'est l'autorité qui a donné l'ordre de faire ça. Ils n'ont qu'à retourner ça aux délégués. Quand c'est chez les délégués, il n'y a pas de problème. On va là-bas dans la nuit tard, on prend. J'avais pris ça plusieurs fois, ce n'est pas aujourd'hui. Maintenant, je fais les navettes, aller-retour avec tout ça, alors que je suis un retraité. L'argent, voilà. Dans mon quartier, j'ai un délégué. Je peux marcher à pied pour aller chercher. Maintenant, il faut prendre du carburant pour aller faire des allers-retours. Vous voyez, c'est difficile. Le temps est dur. Si le mal doit perdurer, il faut qu'il fasse comme il le faisait avant, c'est-à-dire laisser les fiches au niveau des chefs quartiers pour que les usagers puissent en procurer, ou carrément revoir le système à ce que les fiches soient en quantité disponible pour que nous ayons gain de cause. En croire le premier citoyen de la municipalité d'Abomey-Calavi, c'est une réforme propre à la commune pour aider les populations. Angelo Arwandinou rassure cependant de la fin dès la semaine prochaine des désagréments enregistrés jusque-là dans la délivrance du document. C'est une réforme que nous avons opérée au niveau de l'administration communale d'Abomey-Calavi. Quand nous entrons dans nos quartiers, dans les arrondissements, les attestations de résidence varient d'un arrondissement à un autre. Alors la mairie a opté d'uniformiser tout ceci. Et il y aura désormais un modèle type que les chefs quartiers viendront chercher. C'est-à-dire les chefs d'arrondissement viendront chercher au niveau de la mairie. Contre décharge, bien sûr. Et iront servir la population à la base. Ceci va éviter aussi des attestations de résidence à blanc que le chef quartier signe et laisse ça à disposition de sa secrétaire. Et cette dernière délivre l'attestation à n'importe qui. Nous sommes à un moment où nous avons besoin de sécuriser notre population, de savoir qui est qui et qui fait quoi. Avant de délivrer une attestation à un individu, il faut être sûr que ce dernier vit effectivement dans le quartier et qu'on connaisse sa maison et que des gens soient en mesure de l'identifier. C'est de ça il est question. Et déjà, dès la semaine prochaine, la nouvelle formule est disponible. Et toute la population sera servie convenablement comme cela se passait par le passé. On n'est pas en train d'exclure les chefs quartiers. Ils sont pleinement dans leur rôle. Maintenant, il a désormais un regard de l'administration communale sur tout ce qui se fera. Je dis, les chefs quartiers viendront chercher comme décharge ces attestations au niveau de la mairie et servir la population. Donc, ils ne sont pas exclus. Ils sont bien dedans, mais nous voulons corriger un peu ce que je fais. Les chefs quartiers n'ont pas le droit de recruter qui veulent et à qui confier
certificat de l'attestation de résidence. Non. La mairie a désormais un œil sur tout ce qui va se faire et le format est retenu au niveau de la mairie et sera présenté au chef quartier lors d'une rencontre. Je dis bien que dès la semaine prochaine, tout va rentrer en ordre. Il faut recruter des gens qui seront directement pris en charge par la mairie. Et ceux qui maîtrisent le travail pour délivrer convenablement, c'est-à-dire pour servir d'intermédiaire entre la population et les chefs quartiers. Donc ce n'est pas encore trop. L'autorité communale dit prendre toutes les dispositions pour que les populations aient accès aux documents dès la semaine prochaine. Au Tchad, au moins 30 personnes sont mortes lors d'affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Parmi eux, un journaliste et une dizaine de forces de défense et de sécurité, de même que plusieurs blessés. Les manifestants ont attaqué de nombreux édifices publics ainsi que le domicile du président du Conseil national de transition CNT. Le point. De nombreux morts, au moins 30 pour être précis, ont été signalés dans plusieurs quartiers de N'Djamena, la capitale tchadienne, jeudi 20 octobre en marge des manifestations de plusieurs milliers de Tchadiens marquant la fin des 18 mois de la transition au Tchad après la mort du président Idriss Déby Itno. Ces manifestations, qui avaient été interdites par les autorités tchadiennes, ont été violemment réprimées par les forces de l'ordre. Les corps d'au moins 8 manifestants sont à la morgue de l'hôpital général de référence nationale qui ne cesse de recevoir des blessés, ont rapporté des médias locaux. Un journaliste d'une radio locale a été fauché par balle au quartier Tchagoua à N'Djamena alors qu'il couvrait la manifestation. L'opposant tchadien Tolimi Abakar, leader du Conseil national de la résistance pour la démocratie, CNRD, a réagi dans un tweet que le Tchad vit une situation de chaos général ce jeudi où des manifestants ont été visés par balles réelles. Plusieurs personnes ont déjà perdu la vie et cette réaction disproportionnée est inacceptable. La communauté internationale doit réagir, a-t-il ajouté. Plusieurs dégâts matériels ont également été constatés à N'Djamena et dans ses environs, où des pneus et autres débris ont été brûlés sur la voie publique. Le siège de l'UNDR, parti du Premier ministre, Saleh Kebzabo, a été saccagé et incendié par des manifestants. Le gouvernement tchadien de la transition avait annoncé mercredi que cette manifestation est formellement interdite. Cette manifestation, qui selon certaines sources est organisée par des partis politiques et la société civile pour dénoncer la prolongation de la durée de la transition à 2 ans, vient ainsi marquer le ras-le-bol de la population tchadienne qui se soulève avec pour unique objectif d'en découdre avec un gouvernement beaucoup plus préoccupé par ses intérêts personnels que ceux du peuple. Ils exigent un retour à l'ordre constitutionnel après le délai de 18 mois de transition qui expire ce 20 octobre. Curieusement, la communauté internationale, très acharnée sur les pays comme le Mali et la Guinée, a jusque-là très peu réagi par rapport au Tchad. Les manifestants les appellent à réagir et à éviter de pratiquer la politique des 3 singes, notamment « je ne vois rien, je n'entends rien et je ne dis rien ». Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que se referme ce journal de Morning Live de ce dimanche. Merci de m'avoir suivi. Modeste Aliouanou, je vous rends l'antenne. Modeste Aliouanou, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir. Écoutez, quelques difficultés de manipulation au niveau de la technique. Les choses sont rentrées en ordre. Madame, monsieur, bonjour. Comme on le dit, le plateau qui affiche au grand complet. Oui, le plateau qui affiche donc au grand complet. Je commence les présentations à partir de ma droite. Oui. Léonard Sonaïpon, c'est ça, non? Oui, bonjour. Bonjour Modeste, bonjour à tous les téléspectatrices et tous les téléspectateurs. Vous êtes habillé, dans l'autre habit qu'on connaît au colon. Bon, de toute façon, vous n'êtes pas un colonisateur sur ce plateau, vous êtes un Africain bon teint. Allez, à ma gauche, lui, il s'appelle Moïse Soudé. Oui, bonjour à vous Modeste, bonjour à toutes et à tous. Je souhaite une excellente journée dominicale aux uns et aux autres. Aristide Kanoussou, le français de ce studio, puisque là, vous synthétisez la France directement, hein, Aristide Kanoussou. Bonjour. Bonjour, Modeste Aliouanou. Je suis heureux quand même que vous ayez pu m'arracher en ce début d'émission un joli sourire. Ça me permet de me décontracter parce que, ah oui, tel que l'émission s'annonçait, j'avais commencé par avoir un peu de stress. Mais je me dis, eh bien, nous sommes encore là. Bonjour à tous les téléspectateurs. Merci quand même de prendre le rendez-vous.
Oui, en face de vous, le spécialiste des questions de la décentralisation, je l'ai vu, ça fait au moins près de 5 années. Oui, il nous revient superbement en jambes et pétillant de forme. Il est là, oui, il est là. Franck Kenevor, c'est un plaisir de vous revoir. Bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. C'est aussi un plaisir de revenir dans cette maison où j'ai travaillé il y a quelques années. Donc, je salue M. Souman, qui a été mon premier patron. Hein. Donc, je salue les téléspectateurs et tout le monde et que Dieu nous bénisse parce que c'est dimanche. Forcément. Certains sont déjà en route pour remplir leur obligation dominicale. Eh bien, mon ami Soudé à ma gauche, protestant, donc, eh bien, de naissance, sera certainement aussi au culte tout à l'heure. Mais nous qui sommes des animistes endurcis, eh bien, quand nous allons quitter ce plateau, nous irons aussi où est-ce qu'il faut aller. On va prier pour que vous rencontriez Jésus aussi. N'est-ce pas? Merci à chacun de vous. Première question, donc, eh bien, pour cette émission, puisque le sujet qui fera l'objet de débats sur le plan national, le rôle des SE, c'est-à-dire des secrétaires exécutifs dans les mairies, auront-ils la caution de l'État dans l'exercice de leurs fonctions? C'est à ça que nous allons nous consacrer véritablement. Mon cher ami Soudé, dites-nous, alors, d'où est partie l'idée de la création, eh bien, des secrétaires exécutifs? Non, quand vous suivez un peu l'actualité entre-temps au niveau des mairies, plusieurs maires ont été épinglés pour mauvaise gestion ou bien gestion particulière des fonds alloués à la mairie, et notamment les fonds FADEC, parce que c'est un dossier qui a balayé beaucoup de maires, parce que l'État ne peut pas mettre à la disposition de votre commune un certain nombre de financements, mais au finish, on se rend compte que l'argent qui a été débroussé n'a pas atteint l'objectif initial. Donc l'État ne peut pas continuer par injecter suffisamment de millions, voire de milliards dans le développement des communes. Et quand on fait le bilan, ce n'est pas positif. Il n'y a pas reddition des comptes. Donc l'État, en tant que, disons, autorité au plus haut niveau, a décidé d'avoir un regard de plus près dans la gestion des communes. Donc quand vous voyez un peu le profil des différents secrétaires exécutifs recrutés, vous verrez que c'est la crème. On a demandé d'avoir Bac+5. Donc, et quand vous voyez les attributions, apparemment le maire, il est là, mais il est contrôlé. Il est contrôlé parce que, malheureusement, c'est ce qui est arrivé, parce qu'on n'a pas appris à gérer. Et sans faire une insulte au maire, vous avez des maires qui n'ont pas un niveau suffisamment bon pour diriger une mairie, parce qu'au-delà du développement local, on y a fait de la politique. Donc n'importe qui pouvait être maire, sans même savoir lire et écrire, pouvait être maire, sans pouvoir maîtriser les notions de gestion, il pouvait être maire. Donc lui seul, il faisait les appels d'offres, lui seul pouvait dépouiller les offres, lui seul pouvait attribuer le marché à qui il veut, lui seul peut faire tout ce qu'il veut. Donc on en a vu, sur le régime de Yahya Boni, il y a des gens qui ont été épinglés pour mauvaise gestion, qui n'associaient même pas leurs collaborateurs immédiats. Maintenant que des gens ont été recrutés, bon, on verra. Sauf que moi, je crains un conflit d'attribution réel entre le maire et le SE. N'est-ce pas? Conflit d'attribution réel. Oui, Franck Kenevor, spécialiste des questions de la décentralisation. Est-ce que, de la façon dont les choses ont été ficelées aujourd'hui, on peut craindre un conflit d'attribution entre un secrétaire exécutif et le maire, qui gouverne, si vous voulez que je m'exprime en ces termes? Je voudrais d'abord revenir un peu sur les propos de M. Soudé. En fait, c'est caricatural ce qu'il a dit. Il n'y a pas au Bénin un maire qui puisse faire les dossiers, lancer l'appel d'offres lui-même, dépouiller et attribuer. Il y avait des organes de passation de marché qui existaient. Mais le problème qui était récurrent, c'est à deux niveaux. Premièrement, lorsque le maire, acteur politique, est à la fois président de l'organe de délibération, l'organe qui prend la décision, le conseil communal, et en même temps organe exécutif. Donc le maire, avant la réforme, cumulait deux casquettes qui faisaient de lui vraiment objet de chantage au niveau des conseillers. Parce qu'on sait que si vous êtes ordonnateur du budget, on vient vous voir, on peut vous faire chanter sur le plan politique, notamment par rapport aux destitutions. Donc, il y avait des conseillers qui régulièrement demandaient au maire de donner tel marché à telle entreprise parrainée par eux
de mettre ces conseillers-là dans les délégations pour des voyages, pour des missions, et que si le maire ne faisait pas cela, eux, ils allaient enclencher une procédure de destitution. Donc, il y avait cette situation inconfortable où le maire, en tant qu'ordonnateur du budget, faisait l'objet de chantage au niveau de certains conseillers. Mais pas seulement les conseillers, même les opérateurs économiques, les députés, les ministres de la commune venaient régulièrement faire chanter le maire en demandant des marchés. Et lorsque le marché est attribué sur cette base-là, on peut avoir des problèmes parce que celui qui a eu le marché par parrainage sait qu'on peut le protéger même s'il n'exécutait pas le marché. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il a bien dit, c'est qu'il y a dans les actes d'ordonnateur de budget, il y a des procédures qui sont qu'un maire qui n'a pas une formation de finances publiques ne peut pas maîtriser. Donc, les collaborateurs qui sont là et qui engagent les procédures au nom du maire peuvent faire ce qu'ils veulent sans que le maire ne s'en rende compte. Donc, à partir de ce moment, avant même la réforme, je me rappelle, un maire de Paubert avait, à un atelier, souhaité que les maires soient déchargés de cette attribution d'organes exécutifs pour que, véritablement, ils aient les mains libres pour travailler. Donc, c'est ça, ce diagnostic que le gouvernement a repris à son compte pour dire qu'il faut séparer les fonctions politiques des fonctions techniques et administratives. Donc, c'est là l'origine des secrétaires exécutifs. Maintenant, par rapport à votre question, lorsque la loi clarifie, la loi a donné des attributions propres aux maires, des attributions au conseil communal, parce qu'aujourd'hui, on a 4 organes. 3 sont politiques et 1 est technique et administratif. Les 3 organes politiques ont leur domaine de compétence, c'est-à-dire c'est eux ensemble, chacun à son niveau, qui décident si la commune doit aller dans tel sens, faire tel choix. Ce n'est pas le secrétaire exécutif, mais c'est véritablement le conseil communal pour des attributions données, le conseil de supervision pour des attributions données et le maire en tant qu'organe pour notamment ce qui concerne la police administrative et la protection civile. Donc, le secrétaire exécutif, c'est quelqu'un, c'est un technicien qui doit rentrer dans la vision des élus de la commune, qui doit rentrer dans les ambitions des élus, qui sont des ambitions portées aussi par les citoyens. Et à partir de ce moment, lui, il va proposer les instruments, les outils pour atteindre ces ambitions que les élus, dont les élus sont porteurs. Ce n'est pas le SE qui porte les ambitions de la commune. Donc, à partir de ce moment, on ne devrait pas avoir de conflit d'attribution parce que la loi a été claire. La loi a dit ce que le maire peut faire, ce que le conseil communal peut faire, ce que le conseil de supervision peut faire, ce que le secrétaire exécutif peut faire. Et donc, vous verrez qu'il y a des dispositions de protection. Et moi, je pense que le secrétaire exécutif est surprotégé, je l'ai dit plusieurs fois. Le secrétaire exécutif, il est tiré au sort, puis nommé par le maire. Ça, c'est le premier élément de protection. Deuxièmement, il a un mandat de 5 ans. Et ce mandat-là, on ne peut pas mettre fin à ce mandat tant que l'autorité de tutelle n'est pas d'accord. Si le préfet n'est pas d'accord, le maire, le conseil de supervision peuvent délibérer, mais ils ne pourront pas mettre fin à ce mandat. Ensuite, il y a, disons, une relation subsidiairement de subordination entre le maire et le secrétaire exécutif, mais seulement dans les domaines d'attribution du maire. Et pour l'essentiel des attributions du secrétaire exécutif, il est dans une relation fonctionnelle. Donc le maire ne peut pas l'instruire, le maire ne peut pas lui dire « fais telle chose ». Donc il y a un partage des rôles qui permet quand même
de ne pas en arriver à des conflits Je d'attribution. vous reviens avec votre permission. Mais si ça Oui, venait, Franck Néron. on va revenir sur ce que les tests ont prévu aussi. Alors, Aristide Kanousso, est-ce que l'État béninois a vu juste aujourd'hui de nommer les secrétaires exécutifs au niveau des mairies pour permettre à ce que l'on ait un regard... L'État ne les nomme pas. Pour que l'on ait un regard sur comment les dépenses sont désormais effectuées au niveau des mairies au Bénin. Merci beaucoup, Modeste Aniwanou. Je pense effectivement qu'il ne serait pas oiseux ou superflu de notifier que c'est une bonne réforme. C'est une très bonne réforme qui va faciliter le développement de nos communes. Et dans mon premier développement, je dirais que depuis 2003, à l'avènement de la décentralisation, jusqu'en 2020 récemment, nous avons constaté que c'est une gestion catastrophique qui se lie dans les prises de fonction, les mandats de nos maires. Et pour certains, le bilan est carrément cauchemardesque. J'en veux pour preuve les ouvertures de voies. Les ouvertures de voies, la gestion des affaires domaniales, la réalisation des infrastructures, la gestion des marchés, la création d'espaces pour les jeunes, la politique agricole, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité. Et pour ne rester que sur ces trucs-là, on a constaté que tout ceci n'était pas en quelque sorte la priorité de nos maires, parce que à l'arrivée, on n'a rien constaté. Pendant plus de 17 ans, les maires ont été toujours confrontés au problème de mobilisation de ressources, que ce soit ressources propres ou ressources extérieures. Maintenant, pour les quelques ressources propres, les quelques-uns qui arrivent à mobiliser les ressources propres là, qu'est-ce qu'ils en font? On n'en sait rien. Mis à part, je pense que M. Soudé le disait tout à l'heure, le fonds FADEC qui a été initié par un décret de 2008, qui a permis aux mairies de souffler un peu, ce fonds-là a mieux révélé nos communes que les maires eux-mêmes. Et mieux encore, ils ont pour la plupart dilapidé ces fonds. Et il y a aussi un partenaire technique qui a été très rigoureux en quelque sorte, ACS pour ne pas le nommer, qui les a beaucoup aidés. Et si ce n'était pas la rigueur dont a fait montre ce partenaire technique-là, je vous assure que ces fonds-là aussi seraient dilapidés. Alors quand on regarde tout ceci et qu'on débouche parfois même sur des relations extérieures, il y a certains maires qui arrivent à trouver des relations extérieures. Et ils nous montrent parfois des photos avec des blancs sur les forums, mais juste après ça, on ne voit plus rien. L'argent qui est donné par ces gens-là, on ne sait pas à quoi ça sert véritablement sur le terrain. Donc, quand on regarde tout ceci, on est en droit de dire tout simplement que, les quelques-uns qui arrivent à trouver ces partenaires extérieurs mettent l'argent dans leur poche. Et quand ils mettent pratiquement l'argent dans leur poche parce que sur le terrain, on ne constate véritablement rien. Et si ce n'est pas le PAG1 du gouvernement du président Patrice Talon qui est venu et qui a aidé à faire quelques voies seulement dans nos mairies, qui a aidé à faire, en tout cas, à donner l'accès à l'eau potable et l'électricité dans quelques communes, qui a aidé surtout à ériger 22 stades omnisports au stand, disons, aux normes internationales. Les maires n'ont rien fait dans ce sens-là. Oui, je vais vous donner un exemple très simple. Vous allez réagir tout à l'heure. Je vais prendre l'exemple du maire que je considère comme le chef des maires, Luc Atropo, quand il était à Boycon. Avant même son départ, d'accord, le terrain de football des jeunes à Boycon n'avait pas de clôture. Le mur s'est effondré. Mais jusqu'à son départ, ça n'a pas été réparé. Les jeunes ont crié fatigués. Si je donne l'exemple du chef des maires, que je dis chef des maires entre griffes, allez-y imaginer au niveau des autres communes. Donc c'était la pagaille totale. Cette réforme était véritablement la bienvenue pour permettre quand même de redresser nos communes. Je le dis parce que le problème que vous posez, et vous dites que les SE, est-ce que cette réforme n'est pas la bienvenue? Il va falloir établir la liaison entre les causes profondes de la mauvaise gouvernance et l'avènement de cette réforme. Quand on met les deux ensemble, les SE sont confrontés aujourd'hui à 3 problèmes.
Lesquels, s'il vous plaît, rapidement? Alors, rapidement, les SE sont confrontés au premier problème que je peux nommer avant même d'aller au problème, je vais vous dire que actuellement dans nos mairies, il y a plusieurs partis politiques. Et c'est généralement, je vais dire 3. Et c'est généralement le parti dominant qui nomme, qui choisit le maire. C'est le parti dominant. Parce que M. Kinivo disait tout à l'heure qu'il y a 3 fonctions essentielles. D'accord? Ou 3 entités, si je peux m'exprimer. Il y a 4 organes. 4 organes. Le premier organe, qui est le maire, est choisi par le parti dominant. Le deuxième organe, je ne dirais pas le deuxième organe, les chefs d'arrondissement sont désignés par le parti dominant. Les présidents des commissions sont désignés par le parti dominant. Donc jusque-là, tous les partis qui sont les partis minoritaires sont mis de côté. Et il y a le conseil de supervision. Ce conseil de supervision est installé en fonction des autres installations, c'est-à-dire le maire, les chefs d'arrondissement et les présidents de commission. Ce conseil de supervision, d'accord, qui, dans l'installation, ne voit pas la participation ou ne voit pas la figuration des partis minoritaires, à l'arrivée, on constate tout simplement une caporalisation des fonctions au niveau de nos mairies. Et donc, les partis minoritaires décident à plusieurs endroits de bloquer. C'est quand même pas vrai. De bloquer. Je vais vous donner un exemple très simple. Allez-y par exemple. Je vais vous donner un exemple très simple. Allez-y à Koulekamen. Je vous dis, allez-y à Koulekamen. Allez-y à Koulekamen. Le dernier conseil communal a été boycotté par le parti minoritaire. Je ne vais pas nommer le nom. Le parti minoritaire. Ouais, puisque vous parlez de Koulekamen, il n'y a plus de secret à ce Alors, niveau-là. Donc, le parti Bloc républicain, puisque c'est l'Union progressiste qui gère la commune, le parti minoritaire Bloc, l'ensemble des conseillers communaux ont bloqué, ont boycotté, je vais dire, le conseil communal. Pourquoi? Et je vais demander à M. Kinivo de nous expliquer pourquoi ils ont boycotté. Ils ont boycotté tout simplement parce qu'ils se sont vus écartés de toutes les fonctions. Et c'est ça le véritable problème. Et donc, quand ils ont boycotté ceci, ils sont en train de mettre en difficulté le secrétaire exécutif ou la secrétaire exécutive. D'accord? Le secrétaire exécutif n'aura plus la facilité à dérouler son calendrier ou la paix de dérouler son calendrier. Donc, quand je vous parlais de trois problèmes essentiels, je vais très rapidement... Non, est-ce qu'on peut... Oui. Il y a eu beaucoup de... Oui, tout à fait. Oui, allez-y. Vous savez, la réforme du système partisan a influencé le code électoral au niveau des collectivités territoriales. Soit vous êtes pour la réforme du système partisan, et donc vous comprenez la logique du code électoral, qui a une logique antérieure même à la réforme du système partisan, c'est toujours de dégager une majorité stable au niveau des conseils communaux. Et cette majorité-là, c'est à partir de 40% que la loi permet à un parti d'avoir la moitié plus un des conseils d'un arrondissement. Le souci, c'est qu'il y ait une majorité cohérente et stable pour gérer la commune. Donc, la réforme du système partisan a amené le législateur... Un petit moment, je précise que vous avez la possibilité de poser des questions à l'invité, à Franck Kinivo, et bien sûr aussi à notre ami Moïse Soudé sur le plateau. Donc, vraiment, dans cette dynamique, le législateur a estimé que si on veut renforcer les partis politiques, il faut leur permettre aussi, lorsque, après une élection, les populations font confiance à un parti dans une commune qui a pu avoir la majorité absolue des conseillers, de permettre à ce parti politique-là de désigner l'organe exécutif, le maire, les adjoints au maire, les chefs d'arrondissement, etc. La loi n'a pas parlé des présidents des commissions. Ce n'est pas extrapolation dans un contexte où on n'avait pas fait leur installation juste après l'installation du conseil que les présidents des commissions ont été associés. Simplement parce que l'idée, c'est que si vous gagnez les élections, comme partout dans le monde, si vous gagnez les élections, vous gérez la commune. Donc, mais il y a à Boycon... Mais lui, il a parlé d'une capolarisation, c'est-à-dire au niveau des instances qui doivent conduire les affaires de la commune, on ne retrouve que les gens qui sont favorables au parti dans lequel on a désigné le maire de la commune. Et ce cas-là, ce n'est pas dans 100% des communes. Il y a des communes où ce n'est pas accord de gouvernance.
c'est par accord de gouvernance que deux parties ont pu désigner les gestionnaires politiques de la commune. Maintenant, dans ces cas-là même, il arrive que les présidents de commission soient de l'opposition, ne soient pas de la majorité qui gouverne. Mais qu'est-ce que l'opposition, quel est le rôle de l'opposition communale? Le rôle de l'opposition communale, ce n'est pas d'être adjoint au maire, ce n'est pas d'être chef d'arrondissement, parce qu'il y aura une confusion. Si les citoyens ont donné la commune de Cotonou à l'UP, par exemple, les citoyens veulent que l'UP gère et rende compte de cette gestion. Les citoyens ont choisi l'UP parce que dans l'idéologie de l'UP et dans les hommes que l'UP a proposés, les citoyens ont trouvé leur compte. Donc, ne dites pas que c'est mauvais qu'un parti qui a gagné les élections. Lorsque le chef de l'État gagne les élections, est-ce que c'est les opposants qu'il nomme dans son gouvernement? Non. Oui. Donc, alors, monsieur Kinivol, je ne vous arrête pas, mais je voudrais vous poser une question. Attendez que je finisse de vous expliquer. Lorsque vous parlez de boycott par un parti minoritaire, c'est une stratégie politique. Vous ne pouvez pas vous baser sur ce boycott-là pour incriminer le parti majoritaire. Maintenant, le conseiller, la gestion, le rôle de l'opposition communale, c'est quoi? En tant que conseiller, ils ont accès à tous les dossiers, ils ont accès à tous les éléments de gestion, parce que c'est le conseil communal. Ce qui peut leur permettre de réagir sur des éventuelles irrégularités. D'autres propositions, de saisir le préfet, l'autorité de tutelle, lorsqu'il constate que la gestion n'est pas orthodoxe, de saisir même l'inspection générale des finances, l'inspection des affaires administratives, de saisir même le chef de l'État. Parce que c'est arrivé dans ce pays où des conseillers ont écrit au président de la République pour dire on a vu des irrégularités. Ça, c'est leur rôle, ça. Le premier rôle de l'opposition, c'est ça. Ce n'est pas de gérer avec le parti qui a gagné. Deuxième rôle, c'est de dire, dans le budget de 2023, ils ont proposé telle chose. Nous, on pense que ce n'est pas bon. On propose telle autre chose. Et si l'opinion publique, les organisations de la société civile pensent que c'est bon, ils peuvent soutenir ça. Et le conseil communal ou le conseil de supervision peut en tenir compte dans le budget. C'est leur rôle, ça. Donc, ça, c'est le premier élément que je voudrais rectifier. Le deuxième élément, si vous allez dans nos communes, il y a des problèmes de gouvernance. Si quelqu'un dit que c'est faux, c'est que la personne là ment. Mais il y a aussi des efforts. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau de bain. Pas du tout. Pendant les 18 ans, 19 ans de décentralisation, vous verrez, le Bénin est l'un des rares pays de l'UEMOA où on a des écoles, on a des centres de santé, on a des pistes rurales. Il y a un effort des autorités locales. Même si derrière, la malgouvernance a fait que on est tous d'accord que si, par exemple, de la décentralisation, on attendait peut-être 60, 70, 600, on est peut-être à 40 par là. Mais le Bénin est un pays où, grâce à la décentralisation, les maires viennent dans les ministères pour négocier des choses pour leur commune. Il y a un travail qui se fait. Vous pensez réellement que ce qu'il a décrit là, catastrophique là, vous pensez réellement que dans ce Bénin-là, un maire peut faire ce qu'il a dit, des ressources, et il n'y aura pas de suite? Alors que la gestion d'un maire, avant la réforme, était contrôlée par le conseil communal. Ils avaient tous les dossiers pour comprendre. Il y avait un receveur percepteur que le ministre des Finances, il vient du ministère des Finances qui était là. Il y a au niveau de la préfecture, non seulement le préfet qui reçoit tout ce que la commune fait comme acte administratif, tout va à la préfecture. Il y a un délégué du contrôle financier qui est à la préfecture, toujours pour suivre ce qui se fait dans les communes. Il y a, en plus de ça, vous allez au niveau de la Cour suprême, aujourd'hui, Cour des comptes, il y a ce qu'on appelle le compte de gestion, le compte administratif et le compte de gestion,
qui sont envoyés tout le temps là-bas et ces documents-là sont publics. En plus de ça, maintenant, sous l'impulsion des partenaires, la coopération allemande, la coopération suisse, les Pays-Bas et autres, tous ceux qui reçoivent les fonds FADEC sont audités chaque année. Et les rapports d'audit sont publiés sur le site de la Commission nationale des finances locales. Ne disons pas que c'était catastrophique. Non. Il y a des points critiques qui ont été relevés. C'est le mot catastrophique qui vous gêne. Il y a visiblement des situations qu'il faut améliorer. Mais personne n'a dit ici que le contexte de politisation de l'administration locale que la réforme veut corriger a contribué à ça. Donc si nous pensons que la décentralisation a été catastrophique et que nous disons cela, c'est pas vrai. Non, il n'a pas dit que la décentralisation était catastrophique. Les résultats, le bilan, la gestion. Oui, la gestion, c'est de ça qu'il parle véritablement. Oui, Aristide très rapidement, je vais aller point par point. Oui. Je me réjouis du fait que M. Kinivor a reconnu... Attendez, je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler. Mais vous ne dites pas les salles de classe. Non. Tout ce qu'il a réalisé à Boïcon, les élèves continuent d'étudier à la Belle Étoile. Est-ce que c'est réglé dans les autres communes? À la Belle Étoile, à Boïcon. Hein, est-ce que la commune avait les ressources pour régler définitivement les problèmes de salles de classe? Je vais point par point. Je me réjouis d'ailleurs du fait qu'il a reconnu le problème de, entre griffes, caporalisation. Non, je n'ai pas reconnu ça. Mais vous avez dit que ça existe. Vous avez dit que ça existe, mais que ce n'est pas généralisé. C'est la loi qui a voulu la réforme du système partisan, qui a voulu que celui qui gagne... Vous imaginez que à Calavi, pendant les 3 mandatures avant la réforme, la RB gagnait toujours les élections à Calavi, mais n'a jamais pu placer le maire parce qu'on enlevait les conseillers et on les obligeait à voter contre. C'est tout ça là. Il faut pas jeter. On est devant. Si vous prenez le temps de me suivre, vous allez expliquer mieux. D'accord? Suivez-moi. Je me réjouis du fait que au moins le cas de Koulekame que j'ai souligné, vous avez reconnu que ces faits existent, même si ce n'est pas dans toutes les communes. Ça fait première chose. Deuxième chose, je ne sais pas ce que vous mettez dans l'opposition. Quand vous voyez les mairies aujourd'hui, le parti qui est le parti de l'opposition reconnu au Bénin, FCBE, là, à peine il a, disons, non, attendez, au niveau national, à peine il a 7 mairies, 5 ou 6, et le parti Union Progressiste a le plus de mairies, le parti Bloc Républicain vient ensuite. Maintenant, dans les mairies où c'est l'Union Progressiste et le Bloc Républicain, qui sont des partis de la mouvance, d'accord? La mouvance nationale diffère de la mouvance au niveau local. Non, c'est vous qui nous apprenez cela. Mais pourquoi ils ne sont pas allés sur la même liste alors? Ce que nous disons, une fois que c'est la même vision. Non, c'est pas la même vision. Non, la vision. Il y a même vision, je parle de développement. Un parti libéral, il y a un parti socialiste. Je parle de développement, d'accord? À partir du moment où c'est la même vision, vous ne pouvez pas déjà, d'accord, essayer de créer une opposition au sein de la mouvance. C'est pas moi, c'est la logique. Non. En tout cas, moi, je pense que ce serait vraiment une façon de contourner les choses. Vous avez dit qu'il n'y a pas de gestion catastrophique. S'il n'y a pas de gestion catastrophique, qu'est-ce qui a amené la réforme? Sur la base de quoi la réforme est venue? Des problèmes politiques, des problèmes de bonne gouvernance. Et c'est juste ça suffit pour qu'on amène une réforme. Et c'est cette réforme-là, je vais vous dire quelque chose. En 2006, moi, j'ai organisé avec la coopération danoise et le ministre d'État Koupa, qui était président de cette rencontre-là, une évaluation de la décentralisation. Et ces problèmes-là existaient déjà. Donc, la nécessité de revoir un peu la politisation, même pour nommer, vous allez dans des communes, on a 46 chauffeurs contre 15 véhicules administratifs. Alors, un véhicule des élus, véhicules pour... C'est ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut dire au maire, monsieur le maire, j'ai un cousin qui est là, je t'ai aidé à être maire, nomme-le. Aujourd'hui, la politisation de l'administration communale a été le pire problème de la décentralisation. Donc, il y a ce problème-là. Il y a aussi la ressource humaine. Lorsque vous passez de sous-préfecture, de circonscription urbaine, à collectivité territoriale, et que c'est les
femmes qui servaient dans les maisons du peuple, les agents du PRPB, qui sont reversés dans les collectivités territoriales, alors que le contexte change. Ce n'est plus l'État qui va concevoir les projets, mais c'est la commune aujourd'hui. Donc, il y a un problème de ressources humaines. Si on vient à Golf ici, vous voulez faire une émission et que vous n'avez pas la ressource humaine pour bien préparer l'émission, vous ne pouvez pas réussir votre émission. Donc, c'est le même problème que les communes ont traîné depuis 2003 jusqu'à cette réforme. C'est pour cela, si vous regardez bien la réforme du gouvernement, on a séparé les fonctions techniques des fonctions politiques. On a amené des ressources humaines de qualité et ensuite, on est en train de mettre en place un transfert financier plus conséquent. Vous donnez des compétences à des communes. Vous ne donnez pas les ressources humaines. Vous ne donnez pas les ressources financières. Et vous dites que vous pensez qu'avec FADEC, qui au mieux de sa forme, c'est 40-50 milliards pour 77 communes, vous pensez que c'est ça, alors que les standards au niveau de l'UEMOA, c'est 20% des recettes de l'État qu'il faut envoyer vers les collectivités territoriales. Il ne faut pas rester là et dire c'est catastrophique la gestion. Non, il y a des éléments. C'est pourquoi le gouvernement. Lui, sa façon d'apprécier. Le gouvernement mettant de ressources lui, c'est sa façon d'apprécier. Mettant de ressources financières aujourd'hui dans la décentralisation et dépolitise l'administration communale. C'est parce que ces trois éléments-là ont été les problèmes cruciaux de la décentralisation. Et donc aujourd'hui, le gouvernement a été conséquent en disant, voilà le diagnostic, ça nécessite d'importantes ressources financières, mais on doit le faire parce que sans une décentralisation, on ne peut pas avoir le développement équilibré du territoire. Franck, je vais vous revenir. Oui, Léonard Sonaïpon, vous avez suivi notre invité dans son développement qui véritablement semble bien maîtriser ce sujet sur la décentralisation, même si par moment il a maille à partir avec notre ami Aristide de Kanoussou dont le mot catastrophe n'a pas certainement plu à notre invité. Oui. Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a une certaine politisation qui s'observait donc au sein de nos communes. C'est une évidence. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle réforme donc, des secrétaires exécutifs dont les attributions sont, par exemple, de veiller à la planification et à l'exécution des marchés communaux, de conserver et d'administrer les propriétés de la commune, de nommer aux emplois communaux pour lesquels la loi ou la réglementation ne fixe pas de dispositions particulières de nomination, de suivre également la gestion des établissements et d'autres attributions également. Moi, je pense que nous sommes aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de dire que les deux attributions, ou bien les deux fonctions, celles donc du maire et des secrétaires exécutifs, ne sont pas les mêmes. Mais ils peuvent rapidement marcher sur les uns, sur les autres des pieds. Tout simplement parce que quand on donne l'attribution, par exemple, au secrétaire exécutif de nommer aux emplois communaux pour lesquels la loi, la réglementation ne fixe pas de dispositions particulières de nomination, alors que vous savez que la mairie ou le maire est un poste politique et que forcément, quand il sera donc à ce poste-là, il va forcément avoir des conseillers communaux, des personnes qui le connaissaient, qui également l'ont aidé à venir à cette place-là, qui vont peut-être lui demander, mais il faut que tu places, exactement comme le disait Franck Kinivo, il faut que tu places le cousin en question à ce poste-là. Je veux qu'il soit chauffeur, je veux qu'il soit technicien de surface au niveau de la mairie, alors qu'aujourd'hui, c'est le secrétaire exécutif qui détermine de tout cela. Est-ce que, à la longue, ça ne va pas créer des conflits, alors que véritablement, quand on voit toutes les prérogatives qu'on a données donc, au secrétaire exécutif, qui ne répond pas forcément, ou bien qui n'a pas forcément d'ordre à recevoir du maire, ça peut poser d'énormes problèmes au sein de la mairie. Oui, c'est vrai. Je vais revenir tout à l'heure à Franck Kinivo sur le plateau. Oui, je reste droit dans mes bottes. Hein. Je dis et je répète, la réforme n'est pas sortie ex nihilo.
Merci. La réforme n'est pas sortie ex nihilo. C'est parce qu'il y a mauvaise gouvernance, mauvaise gestion, les passations de marché catastrophique, il faut préciser, qu'on on a fait la réforme. Moi, j'avais travaillé avec l'Alliance pour la refondation et la gouvernance en Afrique. Mais on a vu ce qui se passait dans des mairies. Je n'ai pas... Depuis la décentralisation jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des tares. Et c'est pour corriger ces tares-là. Il n'y a rien de bon. Je n'ai pas... Ouais, Est-ce que vous pouvez avoir dites ce est-ce qui que vous est pouvez bon, avoir la culture? dites ce qui est mauvais. Franck Kenevo, Le il faut patienter, s'il vous plaît. Le train qui vient à l'heure n'intéresse personne. Parce que le train a pour vocation de venir à l'heure. C'est quand le train vient en retard que ça pose un problème. On n'a pas dit que dans les mairies, tout était mauvais. En tout cas, moi, je ne l'ai pas sorti de ma bouche. Mais il y a eu des ratés. Et c'est pour corriger ces ratés-là. Et je l'ai dit aussi. Non, mais dire ce que vous dites là, c'est pas... Et moi, je maintiens c'est le dangereux mot... de dire que moi, je pense que tout a été mauvais. Je n'ai pas dit ça. J'ai quand même parcouru des communes. Il y a eu des ratés. Et je dis, c'est pour corriger ces ratés-là qu'il y a eu cette réforme-là. Lisez les attributions du secrétaire exécutif. Lisez ça. Dans beaucoup de conseils communaux, on avait constaté que les gens ne savaient pas lire. Comment peut-on ne pas savoir lire et étudier un budget? Alors, c'est ça aussi la difficulté, parce que certains conseillers ne pouvaient pas lire et interpréter un budget. Donc, c'est ce que le maire disait, qu'il faisait, on applaudissait. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, dans les tests, que l'on ait cherché à dépolitiser la gouvernance au niveau des mairies. Au niveau des mairies. Mais je dis, c'est parti. Si on veut, je sais qu'on avait fait, on a édité un truc par rapport au fonds FATEC, on a dit qu'il y a beaucoup de mauvaise gestion dans les communes par rapport au fonds mis à disposition. Donc, c'est pour éviter que cela ne se répète qu'on a dit maintenant, on va recruter des secrétaires exécutifs. Et quand vous voyez le profil, c'est des gens qui ont des domaines de compétences bien déterminés et qui sont obligés de travailler avec les maires pour éviter ce contre quoi on a lutté. Parce qu'il y a des gens qui sont dans en temps parce que quand on a commencé par qu'on appelle les votes de déviance des maires, quels sont les motifs qu'on donnait? Mauvaise gestion, mauvaise gouvernance, gestion cavalière des ressources de la mairie. C'était les trois motifs utilisés pendant tout ce temps-là pour destituer la plupart des maires. J'étais encore sur les FM, on a rencontré des maires. On a vu des gens qui sont venus se plaindre pour dire par rapport à tel marché, c'était le maire seul qui a géré, on ne sait pas comment il a géré. Et quand on a posé le problème au niveau du conseil communal, ces partisans nous ont humiliés. Donc, je dis, cette réforme-là est la bienvenue pour permettre à l'État de suivre à la lettre ce qui se passe dans les communes. Oui, Franck Kenevo, oui. Vous êtes sur ce plateau. Excusez que je pose la question. Si vous avez envie de revenir en arrière, vous allez y revenir. Alors, aujourd'hui, certains maires pensent que l'État les a complètement, totalement dépourvus des rôles régaliens qu'ils devraient en principe jouer au niveau des mairies. Cela amène des conflits véritables. Lorsque vous prenez par exemple la ville de Porto-Novo, il paraît qu'on a sorti 40 millions de francs CFA pour alimenter la presse, et qu'en réalité, il n'y a pas eu de trace. Ça a amené un grabuge entre la secrétaire exécutive, puisque c'est une dame qui est sur place là-bas, et le maire. Alors, comment l'État béninois pense régler cette situation, puisque là, il y a des secrétaires exécutifs qui sont en difficulté aujourd'hui parce que face au maire qui a un appétit vorace. Merci beaucoup. Monsieur Soudé, je n'ai pas dit le contraire de ce que vous disiez, mais je souhaitais qu'en même temps que vous mettiez l'accent sur ce qui n'a pas marché, que vous faites un clin d'œil à ce qui a marché. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où tout le monde se lève et dit « Oh, les maires, ils gèrent mal. Ce sont des bouffeurs. » Vous avez vu ce qui se passe dans l'administration? Vous voulez que les maires soient vertueux dans un contexte national où ce n'est pas vertueux? Et pourtant, au niveau local, il y a un effort que moi je vois tous les jours, même avant la réforme. Et ça, il faut le dire, il faut mettre l'accent là-dessus. Maintenant, le secrétaire exécutif, il a des attributions. Je voudrais répondre à votre question avant de répondre à Modeste. Le secrétaire exécutif, il a des attributions. D'abord, il manie le personnel qui est au niveau de la mairie. Il n'a pas vocation à faire des recrutements.
parce que les recrutements au niveau des collectivités territoriales, c'est organisé autrement depuis la loi de 2015 où le maire a été dessaisi. Et donc, on attend le cadre réglementaire pour que les comités départementaux qui doivent s'en occuper soient installés et que maintenant, s'il y a besoin de ressources humaines, que ce soit par concours ou par appel à candidature. Donc, il y a les procédures. C'est parmi les attributions donc, du secrétaire exécutif, hein, oui, dans l'article 123. C'est lui qui gère les ressources humaines. Nomme aux emplois communaux pour lesquels la loi ou la réglementation ne fixe pas de disposition particulière de nomination. Je n'ai pas inventé ça. Vous avez lu l'alinéa qui suit. C'est-à-dire, quand il veut nommer quelqu'un, par exemple, en tant que chef service, il ne peut pas aller chercher un chef service hors de l'administration communale. Mais il choisit parmi ceux qui sont là. C'est-à-dire, on compose avec ceux qui sont au niveau de la mairie. Oui. Aujourd'hui, dans les collectivités territoriales, il faut une dérogation du ministre de la décentralisation. Parce qu'en 2015, une loi, la loi sur la fonction publique, a dessaisi un peu les maires parce que, évidemment, c'est ce qu'on disait, les maires faisaient des recrutements un peu fantaisistes. Donc, si le secrétaire exécutif aujourd'hui, s'il doit avoir recrutement dans une commune aujourd'hui, c'est vrai, c'est le secrétaire exécutif qui lance la procédure, mais si le cadre réglementaire est mis en place, il y a un comité au niveau de chaque département qui doit organiser le recrutement pour qu'on n'assiste plus à ce qui s'est passé de 2003 à la réforme. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que lorsque le secrétaire exécutif veut faire quelque chose, veut nommer, il fait sa liste de nominations, mais il va au niveau du conseil de supervision pour recueillir... Est-ce que le maire a un droit de regard par rapport à ça? Oui, puisque le maire est le président du conseil de supervision. Donc, si un secrétaire exécutif veut faire un redéploiement, il doit normalement aller devant le conseil de supervision pour recueillir l'avis de non-objection. Mais il garde toujours la main parce que ça fait partie de ses attributions propres. Maintenant, est-ce que les maires sont dépouillés? C'est vrai. Les maires géraient, les secrétaires exécutifs aujourd'hui gèrent ce que les maires géraient, ce que les adjoints au maire géraient, ce que les secrétaires généraux géraient. Donc, honnêtement, les maires ont vu leur attribution diminuer. Mais lorsque les attributions des maires ont été diminuées, le législateur ou le réformateur a pensé qu'il faut créer un organe ou un genre de conseil d'administration où le maire, entouré de ses adjoints, des présidents de commission, travaille chaque mois avec le secrétaire exécutif. Donc, il y a aujourd'hui un cadre où le maire et le secrétaire exécutif se rencontrent, mais la loi n'a pas voulu qu'il y ait des liens de subordination où le maire va directement donner des instructions au secrétaire exécutif. Donc, tout se passe au niveau du conseil de supervision où le maire, avec ses adjoints, les présidents de commission, il regarde ce que le secrétaire exécutif veut faire et donne leur approbation, sauf dans les éléments de gestion budgétaire. Les éléments où, par exemple, si le conseil délibère qu'on va construire une salle de classe, à partir de ce moment, le secrétaire exécutif, dès que le budget est voté, a la main pour conduire ces activités-là. Maintenant, par rapport au cas de Porte-Novo, je suis sûr que les secrétaires exécutifs, en 2022, vont nager en eau trouble. Pourquoi? Parce que le budget était en place, l'année budgétaire était déjà lancée avant leur arrivée, et donc, on ne serait pas surpris de voir que des dépenses, l'engagement a été fait, peut-être il reste que le paiement. Et donc, les secrétaires exécutifs aujourd'hui vivent une situation
qu'on peut qualifier de transitoire. Parce que en 2023, c'est le secrétaire exécutif qui va élaborer le budget. C'est le secrétaire exécutif qui va, sur la base des documents de planification, va élaborer le budget. Donc, à partir de ce moment, ce que vous évoquez là, généralement dans nos communes, les communes qui ont un peu de moyens, il y a des ressources pour la presse, pour la communication. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne connais pas le dossier de manière précise, mais si la secrétaire exécutive est amenée à payer des contrats et autres, elle doit s'en référer à ceux qui avaient supervisé pour avoir ce qu'on appelle l'attestation de service fait. À partir de ce moment, parce que si c'était une dette contractée avant son arrivée, l'administration étant une continuité, elle doit éponger cette dette-là. Mais je n'ai pas les détails et je ne crois pas qu'on puisse, surtout que vous parlez des médias, je ne crois pas qu'il puisse y avoir de scandale sur ces questions-là. Bon, Aristide Kanoussou, je ne sais pas si vous avez une autre réaction par rapport donc, eh bien, Aristide a je écrit piaffe d'impatience de longuement. prendre la parole. Je piaffe d'impatience de prendre la parole et je vais poser 1, 2 ou 3 questions à M. Kinivo et les questions comportent en même temps leurs réponses. Mais s'il veut, il peut répondre. M. Kinivo, pouvez-vous nous dire, en 17 ans, c'est-à-dire je considère entre 2003 à 2020, le nombre d'écoles, je prends l'exemple de la commune de Boycon, le nombre d'écoles qui a été construite ou réfectionnée ou équipée en 17 ans, je n'ai pas dit en 4 ans. Si il trouve le nombre... Vous êtes un natif de Boycon parce que Boycon vous préoccupe? Non, ça ne me préoccupe, c'est juste un exemple. On peut prendre n'importe quelle autre ville. Juste en 17 ans, combien de ces écoles-là ont été construites ou réfectionnées ou équipées? Allez-y voir. Je vous dis, il y a encore des cours primaires, je ne vais pas citer les noms, qui sont encore sans toiture. D'accord? Maintenant, deuxième question. Pourquoi voulez-vous qu'on félicite un édile qui pouvait, en 17 ans, construire 500 écoles, mais qui en a construit que 100? En 17 ans, il pouvait construire 500 écoles, mais il n'en a construit que 100. Vous-même vous dites, même les meilleurs qui travaillent disent que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Alors que lui, alors que ces maires-là, ils n'ont même pas fait la moitié de ce qu'il a fait. Et vous voulez qu'on les félicite, pourquoi? Ils n'ont rien fait. C'est catastrophique, je réitère le mot. Troisième chose, le gouvernement du président Patrice Talon fait des routes. Les autres gouvernements ont fait des routes. Les autres gouvernements ont drainé de l'eau, etc. Mais pourquoi les gens ont tendance à féliciter ce gouvernement? C'est parce qu'il a fait des choses en 5 ans que les gens ne s'imaginaient pas possible qu'un gouvernement peut faire en 5 ans de par le passé. Il a tellement accéléré les choses qu'on dit, mais comment lui, il a pu faire ça là en 5 ans? Ça veut dire que les autres bouffaient de l'argent. C'est de ça qu'il est question. Je pense que c'est les 3 questions et je suis sûr que M. Kinivo a la réponse. Maintenant, revenons au problème des SE. Moi, je vous ai dit, il y a 3 problèmes fondamentaux au niveau des secrétaires exécutifs. Le premier problème, c'est le problème de formation. Le problème de formation pour connaître leurs limites. Parce que, c'est vrai, pour la plupart, certains étaient déjà dans les rouages des communes, qui étaient à des postes techniques, mais qui, par chance, se sont retrouvés aujourd'hui secrétaires exécutifs. Ils ont besoin de formation. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a des maires qui ne maîtrisaient pas les rouages, les fonctionnements et tout. Mais ceux-là aussi, ils ont eu quelle formation? Ils ont eu Bac plus 5, 7. Mais ils ont eu quelle formation dans ça? 5 ans d'expérience dans l'administration publique. Oui. C'est dans le test. Oui, je dis 5 ans d'expérience dans l'administration publique. Donc, vous pouvez parler de recyclage. Non, attendez. Oui, le rôle essentiel de cette réforme-là, c'est quoi? C'est ordonnateur de budget. Et quand vous dites ordonnateur de budget, là, c'est un rôle très sensible. D'accord? C'est un rôle très sensible. Est-ce qu'ils étaient déjà apparentés à ce rôle-là dans l'administration publique? Il faut leur poser la question. Moi, j'en connais, d'accord, qui n'étaient même pas dans... Ils étaient dans l'administration publique, mais qui n'ont rien à voir avec ça. D'accord? Ils ont besoin de formation pour connaître leurs limites. Non, notez s'il vous plaît. Notez. Non, c'est-à-dire, quand vous parlez d'ordonnateur de budget, c'est ce qu'on appelle chaîne de dépenses. Le SE, il supervise. Et on suppose qu'à la différence du maire, avec le profil que M. Soudi a rappelé,
il est plus outillé pour bien superviser. Mais l'USE, ce n'est pas lui qui va se mettre à la place du DAF, ce n'est pas lui qui va se mettre à la place du trésorier communal. C'est une chaîne de dépenses. Et c'est ce qui a manqué. Je vous dis, ils avaient besoin. L'USE est garant de ça. C'est-à-dire, si vous regardez dans la loi ne reconnaît plus les autres directeurs. Mais la loi reconnaît un secrétariat exécutif dont le secrétaire exécutif est responsable. Donc, en dernier ressort, c'est sa responsabilité qui sera toujours engagée. C'est pour ça que le profil, il est vrai, ne suffit pas, mais il y a des formations et il y a, disons, les manuels, les outils de gestion. Je sais que à Golf TV ici, je l'ai dit, les outils de gestion, les outils sont importants à mettre à la disposition des secrétaires exécutifs pour que ce que mon ami dit là, Aristide Canousso, Aristide n'arrive pas. Parce que si vous avez un budget de 10 milliards par exemple, et que vous devez être au four et au moulin pour superviser les procédures par-ci par-là, vous-même, c'est difficile. Donc, il faut des manuels de procédure, il faut des outils de gestion à mettre à la disposition des SE. Monsieur Kinivo, et la réforme a prévu ça. Je ne vous coupe pas. Merci beaucoup. J'avais failli perdre le fil de ce que je vais dire, mais je me retrouverai. Non, je sais que vous avez tout noté. Oui, je me retrouverai. Eh bien, je pense qu'à ce niveau-là, il aurait fallu qu'on fasse d'abord les formations et qu'on ne précipite pas la prise de fonction de ces secrétaires exécutifs-là avant même qu'on en soit là où nous sommes. D'accord? Il a dit qu'ils vont nager en eau trouble. Est-ce que vous savez que le chef de l'État a diligenté une enquête au niveau des récemment, il y a seulement un mois. Ça a démarré seulement il y a un mois. Et le président de la République s'est rendu compte que si ces enquêtes-là continuent, qu'on risque de mettre tous les maires en prison. Donc il va falloir que l'on trouve le juste milieu pour véritablement arrêter la saignée. Je pense que... Un instant, ma difficulté, vous savez tout à l'heure, M. Kinivo disait que c'est le parti qui a gagné, qui gère. Qui a la majorité. Qui gère. Et je crains que ce parti majoritaire-là ne crée des difficultés au secrétaire exécutif. Parce que nous sommes sur un terrain purement politique. Purement politique. Parce que partout, ils sont représentés, partout, ils ont le pouvoir. Quand nous voulons, le SE propose le budget. Soumet ça au conseil communal. Vous savez que le vote de budget, le vote de budget, c'est de la pure politique. Oui. Donc, le parti dominant peut ne pas être d'accord avec les aspirations. Mais c'est le parti dominant qui donne les orientations. Je suis d'accord. Ça veut dire que à travers le maire. Tout à fait. Donc, ça peut poser problème à ce niveau-là. Parce que quand c'est... Moi, j'ai toujours dit, dans le développement communal, on n'a pas besoin de faire la politique. Parce qu'on parle de développement à la base. On n'a pas besoin... Vous voulez dire qu'il faut fédérer... Si vous voulez développer votre commune et que vous avez tous levé le doigt pour dire nous sommes à même de diriger notre commune, je ne trouve pas l'importance de faire de la politique dans une commune. Tout le monde devait s'associer. Dans une commune, on pense développement. Monsieur Soudé, je fais partie de ceux qui ont milité pour que les indépendants soient candidats aux élections communales. Je fais partie de ceux qui ont critiqué la loi interprétative complétant le code électoral. Oui. Pourquoi? Parce que je suis dans cette logique-là. Je pense que lorsqu'on vient au niveau local, c'est pour ça même que partout dans le monde, c'est la Cour suprême qui gère le contentieux de ces élections parce qu'on considère que c'est des élections administratives. Ce n'est pas politique. Les élections politiques, c'est la Cour constitutionnelle qui gère leur contentieux. Mais on a fait ce débat-là. Et ceux qui votent les lois en ont décidé autrement. Donc, on doit réajuster nos analyses pour être en conformité avec ce que les lois ont dit. Sinon, moi, en Côte d'Ivoire, l'avant-dernière élection communale, c'est les indépendants qui sont arrivés en tête. Parce qu'il peut arriver, et c'est régulièrement le cas, que les citoyens ne se retrouvent pas dans ce que UP, BR, FCBE propose. Je peux répondre et la là, parole? ils se retournent vers les indépendants. Malheureusement, ils ne sont pas représentés dans la commune. Mais aujourd'hui, on a interdit, les députés ont interdit
la candidature des indépendants au Bénin. On est pratiquement le seul pays où les indépendants ne peuvent pas aller aux élections communales. En Europe, on va vers des législations où même le résident étranger soit autorisé, pour que le résident étranger soit autorisé à aller aux élections communales, parce que on veut que tous ceux qui vivent dans la commune se donnent la main pour le développement de la commune. Donc nous sommes dans des standards qui sont en contradiction avec ce que nous apprenons dans les autres pays, ce que nous apprenons dans les universités. Mais si la loi est votée, si la Cour constitutionnelle dit que c'est une loi conforme à la Constitution, qu'est-ce que nous, on va faire? Et vous nous rejoignez quand nous disions hier sur ce plateau que les députés n'ont rien à foutre, excusez l'expression, des aspirations des peuples. Parce que si moi je suis d'une commune et que je vis dans la commune et que mes compatriotes de la commune connaissent mes compétences en matière de gestion et estiment que celui-là est à même de diriger la commune, alors que moi je refuse de faire partie d'un parti politique, ça veut dire que je suis exclu. Donc on m'interdit de participer au développement de ma commune. Moi, c'est pourquoi je dis au niveau de la Assemblée nationale. Vous parliez tout à l'heure de Porte-Nouveau. On a vu un parti gérer Porte-Nouveau depuis 2003. Si vous allez vers les anciens maires de Porte-Nouveau, ils vont vous dire le fardeau que le parti là a été pendant leur mandat. J'ai donné pendant les débats sur la loi interprétative complétant le code électoral, j'ai donné l'exemple de ce parti-là. J'ai donné l'exemple de la RB qui a géré Cotonou de 2003 à 2020. Et ce que cela a généré comme problème dans la gestion municipale. Donc, il y a ces éléments-là qui existent. Mais si la loi décide autrement, nous sommes obligés d'analyser les faits à la lumière de notre cadre législatif et réglementaire. S'il vous plaît, Aristide Kanoussou, allez-y très rapidement. Je souhaite que, Modeste Anouanou, vous sécurisiez ma prise de parole. Pourquoi vous sécurisez ma prise de parole? Parce qu'on me l'a arraché plusieurs fois. Bon, on sécurise la prise de parole. Voilà. Allez-y. Voilà. Donc, le premier problème, j'avais dit il y a 3 problèmes. Le premier problème, je pense que dans le développement de M. Kinivo tout à l'heure, il a dit que le maire donne des orientations. D'accord? Mais c'est le secrétaire exécutif qui est l'ordonnateur du budget. C'est exactement ce que nous disons. C'est comme le chef de l'État qui donne des orientations et c'est le ministre d'État chargé de l'économie et des finances qui ordonne le budget national. Donc, les deux là, s'il n'y a pas eu formation entre le SE ou s'il n'y a pas eu formation à l'égard du SE pour lui dire normalement comment ça va fonctionner, il va penser que tel qu'on a développé les trucs, c'est qu'il a les prérogatives de tout faire. Ou il s'est dit qu'il a le plein pouvoir. Vous avez entendu un maire dire laissez-nous nos budgets. Laissez-nous nos budgets. Donc le budget, désormais, c'est dans les mains du secrétaire. D'accord. Non. Le budget, je refuse. Est l'émanation du PDC, du plan de développement communal, du schéma directeur d'aménagement communal, des outils de planification et des orientations du gouvernement. Donc alors, le SE ne peut pas se lever de son propre chef. Et il y a tout ce cadrage-là et aller ici faire un budget. C'est pas possible. Merci beaucoup pour la précision. Donc, vous n'avez pas sécurisé suffisamment ma prise de parole. Les élus sont là pour dire au SE, notre PDC a prévu telle chose. Notre schéma directeur d'aménagement de la commune a prévu telle chose. Le PAG, puisque la réforme, et c'est ça, on a pris c'est parti pour une minute. On a pris un bout de la réforme et on a perdu tout le temps là-dessus. Kanoussou, vous avez 2 minutes. Oui, 2 minutes pour terminer avec rapidement. D'accord. Quand je disais qu'il y a un problème de formation, vous m'aviez dit, Modeste Anouanou, que les SE, non, je pense que c'est M. Soudé qui l'a dit, que c'est bac plus 5 expériences de l'administration publique. 5 ans. 5 ans d'expérience dans l'administration publique. D'accord. Posez-vous la question de savoir pourquoi les SE, certains sont en train de démissionner. C'est parce que, moi je peux vous confirmer à l'heure où nous sommes, que même ceux qui n'ont pas encore démissionné dans l'administration communale aujourd'hui, ils ont des difficultés, je vous dis bien des difficultés. Une seule démission sur 77. Non, attendez. Ils ont des difficultés, oui. Ils ont des difficultés, d'accord? Ils ont des difficultés actuellement
à dérouler leur charge, leur fonction. Moi, j'ai la confirmation. C'est la Parce que- transition. Non, ce n'est pas quelle transition. C'est une formation. Il manque de formation. Deuxième problème, la représentation entre le maire. Parce que ce que nous disons là, c'est des choses qui posent problème dans nos administrations communales aujourd'hui. Hein. Il vous reste Ça, c'est le premier il vous problème. reste une Le minute, deuxième s'il vous plaît. problème, Oui. c'est la représentation entre le maire et le SE ou la SE, ou entre la mairesse ou le SE et la SE. Qui représente la mairie? C'est le maire. C'est le maire. Mais l'autre va penser que c'est lui. Et moi, je vous dis, j'ai la confirmation encore. J'étais au téléphone avec un maire hier, que ça a été source de discorde au sein de son administration C'est communale. vrai. D'accord? Je vous dis, j'ai été au téléphone Et hier il y avec a un maire. Et ça, une commission à la présidence qui est chargée de suivre la réforme, qui a fait une tournée pour recadrer. Et le ministre de la décentralisation a envoyé une autre circulaire. Raphaël Akoteon. Oui, pour expliquer. C'est-à-dire, vous l'avez dit, les SE n'étaient pas dans les communes avant. Donc, quand tu as un profil, c'est une sorte d'aptitude que tu as. Maintenant, avec le background, avec le diplôme, tout, tu rentres dans le milieu et tu regardes, et tu apprends, tu te mets, tu Et t'ajustes. je finis par ce que vous venez de dire. La note circulaire du ministre. Le troisième problème, c'est parfois le mutisme du ministre de la décentralisation. Parce qu'il devait agir systématiquement. Non. D'accord? Et l'autre chose, c'est par moment. Ouais, D'accord? Aristide Kanousso, est-ce Oui. que vous pensez qu'au moment où les tests sont rédigés et que ceux qui sont en poste sont censés lire les tests et les comprendre, Raphaël Akotenou Non, va prendre encore son c'est gant pas eh bien, pour... c'est pas agir pour modifier les tests, mais agir pour que les gens la comprennent ce qu'il y a dans les tests. Et faire en sorte une médiation. Mais on vous dira que le préfet est là pour ça. Mais le préfet, dans certains cas, fait une gestion partielle des choses, au point où les gens sont mécontents. Donc, il y a tous ces problèmes-là qui se Modeste, posent. moi je dis, à l'épreuve du temps, on peut procéder à des recadrages. Parce que je lis ici, le SE assume la promotion de l'image de la commune à l'intérieur comme à l'extérieur. J'ai dit, à l'épreuve du temps, au fur et à mesure que nous avançons, normalement, des commissions techniques doivent pouvoir dire, les attributions initiales peuvent être modifiées. Mais c'est quand on va vouloir s'accrocher coûte que coûte à ce qui est là, sans tenir compte des réalités. Parce que, écoutez, les SE, c'est le budget qui sont exécutés, ce n'est pas eux qui ont élaboré le budget, ce n'est pas eux qui ont voté le budget. Non. Donc, c'est difficile quand vous prenez un budget en cours d'exécution et que vous devez continuer. Attention, celui qui a élaboré son budget, il avait une vision, il avait une politique, il ne vous permettra point d'empiéter sur ses responsabilités. Là où on pourrait les évaluer, à mon avis, c'est à partir du budget de 2023. Ouais. Parce que eux, c'est eux qui auraient conçu le budget à partir de la vision Maintenant, du maire. Oui, s'il vous plaît. je Aristide pense Kanousso, que- vous permettez J'en que... ai fini. Mais, merci, oui. Je oui, pense Franck. que Oui, Franck. aujourd'hui, Oui. il y a une réalité qui va nous rattraper. On l'a dit pendant que la loi était à l'Assemblée, le SE a trop d'attributions. Mais Omnipuissant. il y avait une logique, c'est-à-dire tout ce qui est technique et administratif, le maire doit être écarté de ça. Mais je pense que progressivement, vous voyez, les questions de Ça dit sur la communication, distance, on va réaménager tout ça. voilà, la communication, c'est le secrétaire exécutif. Or, un homme politique, le maire, il n'existe que par la communication. Donc, il y a tout ce qui est permis d'habiter désormais, c'est le SE qui va signer tout ça. Bon, moi, je pense que avec le temps, il y aura un rééquilibrage des attributions entre le maire et le secrétaire exécutif. Mais comme le mal était peut-être Profond. et le législateur s'est dit qu'il faut trancher dans le vif d'abord et voir comment ça va évoluer. Mais je suis d'accord qu'il y a des problèmes parce que si les SE sont venus pour incarner la séparation de tout ce qui est politique, de tout ce qui est technique et administratif, Oui. il n'en demeure pas moins vrai que la commune est politique. Et gérer le budget de la commune, c'est faire de la politique. Et donc, les SE ont des protections légales pour ne pas faire la politique, mais ils doivent être vraiment avertis de la chose politique pour nager dans un environnement
entièrement politique et faire la primauté à la technique, à ce qui est technique, ce qui est administratif, c'est-à-dire les procédures, rien que les procédures, conformément au cadre législatif et réglementaire. On peut le faire, mais ce n'est pas facile, parce que nous avons des maires qui ont des entrées politiques, nous avons des maires qui ont des parrains politiques. Donc, ces maires-là ne sont pas à prendre en compte comme les autres maires. Lorsqu'un maire qui a du poids demande une minute encore avant votre mot de fin, s'il vous plaît. Un secrétaire exécutif d'aller dans tel sens, si le secrétaire exécutif n'est pas vraiment assis dans ses fonctions et explique au maire avec les textes de loi que ce n'est pas possible, il y aura des problèmes. Donc, tout ça là, je pense que c'est la période de transition et au fur et à mesure, les secrétaires exécutifs vont apprendre sur l'État aussi, parce que pour faire le PV d'une session ou le compte rendu, il y a des canevas que le SE qui n'a jamais travaillé dans une commune ne connaît pas. Donc, il faut leur laisser le temps, mais en même temps, je le redis, il faut mettre les outils à leur place. Merci. C'est ça Merci, qui Franck, fait la différence. France Kenevo, je reste avec vous pour votre mot de fin par rapport à ce débat-là. On pouvait s'étendre jusqu'à demain et par rapport à cette question de décentralisation. Votre mot de fin, Franck Non, Kenevo. je pense qu'il n'est pas superflu de rappeler que le Code de l'administration territoriale a été vraiment élaboré dans un contexte d'urgence et que le législateur doit être attentif à tout ce qui doit être ajusté pour que la réforme porte les fruits escomptés. Et je pense fondamentalement que le premier pas a été fait, mais le gros lot du travail administratif, ce n'est pas les directeurs, c'est les autres cadres qui n'ont toujours pas le profil qu'il faut pour accompagner le secrétariat exécutif. Donc je pense que, je l'ai dit, mais il faut le redire, il faut que l'État ouvre une passerelle entre l'administration publique nationale et l'administration publique communale pour que les cadres qui sont dans nos communes et qui n'ont rien à y faire, si l'État en a besoin, qu'on puisse leur permettre d'aller au niveau de l'administration publique et que les SE puissent faire venir de l'administration publique des gens compétents, ressources humaines compétents, parce que gérer une commune, c'est manager le développement et il faut une ressource humaine de qualité aussi. Merci Franck Kenevo. Oui, Aristide Kanoussou, eh bien, en 2 petites phrases s'il vous plaît, parce que là, vous piaffez d'impatience. Là. Non, je ne piaffe d'impatience. Je pense que je vais remercier simplement Franck Kenevo pour son développement, même s'il m'a arraché de temps en temps la parole. Ça nous permet quand même de nous accorder au finish sur certains points. Tout à fait. D'accord. Donc, je pense que c'est utile. C'est bon pour vous. Merci. Oui. Ceux qui vont bientôt lever leurs doigts pour être députés, suivre au moins ce qui se passe. Il va falloir que lors de la 9e législature, qu'on puisse vraiment tenir compte des aspirations du peuple. Pour qu'en légiférant, qu'on ne fasse plus de la politique. Je dis, dans le développement communal, on n'a pas besoin de politique, on a besoin d'aptitude, on a besoin de compétences. S'il y a des gens qui refusent de s'affilier à un parti politique, mais qui ont des aptitudes, des compétences de diriger leur commune d'origine, qu'on leur donne la possibilité d'y aller, que désormais, que la loi soit... Parce que quand on va faire de la politique, et qu'on ne va pas tenir compte, parce que moi je dis, la commune, c'est l'État à la base. Il faut donner la possibilité à toutes les populations, même le paysan qui peut travailler à la commune, qu'on lui permette, parce que tout le monde n'est pas obligé de faire la politique. Et la politique dans une commune freine le développement. Donc je tiens à le dire pour que les nouveaux députés qui seront élus et installés en janvier prennent leurs responsabilités. Merci beaucoup. Oui. Allez. Moi, je pense que généralement, au Bénin, on n'a pas un problème de texte. C'est l'application qui pose généralement problème. Il faut véritablement qu'on puisse, dans l'application de ces textes-là, être intransigeant pour que véritablement qu'on puisse connaître le développement. 2 chapitres doivent être abordés au cours de cette émission. On demande à Franck Kenevo de rester avec nous puisqu'il nous reste un petit bout de temps pour partir de ce studio-là. 2 chapitres sont abordés avec la permission de la régie. Un élément pour nous permettre de descendre dans ce second chapitre pour finir en beauté cette émission.
Au moins 64 morts et près de 300 blessés ont été signalés dans plusieurs quartiers de N'Djamena, la capitale tchadienne, jeudi 20 octobre, en marge des manifestations de plusieurs milliers de Tchadiens, marquant la fin des 18 mois de la transition au Tchad après la mort du président Idriss Déby Itno. Ces manifestations, qui avaient été interdites par les autorités tchadiennes, ont été violemment réprimées par les forces de l'ordre. Les corps d'au moins 8 manifestants sont à la morgue de l'hôpital général de référence nationale, qui ne cesse de recevoir des blessés, ont rapporté des médias locaux. Un journaliste d'une radio locale a été fauché par balle au quartier Tchagua à N'Djamena alors qu'il couvrait la manifestation. L'opposant tchadien Tolimi Abakar, leader du Conseil national de la résistance pour la démocratie, CNRD, a réagi dans un tweet que le Tchad vit une situation de chaos général ce jeudi où des manifestants ont été visés par... Voilà, vous avez compris, c'est un élément qui passait en nouvelle diffusion. Au Tchad, il y a eu des tueries gratuites. D'aucuns trouvent la main de la France, même si le Quai d'Orsay a fait un communiqué pour dire que la France ne s'implique nullement pas dedans, mais la France a fait le lit à tout ce qui se passe, puisque Emmanuel Macron était aux obsèques de celui-là que les gens ont abattu froidement. Vous avez forcément un regard porté sur les derniers développements de la situation au Tchad. Non, vous savez, c'est le drame ça, des pays africains. Vous n'avez plus le droit à la parole. La seule opportunité que les Africains avaient de manifester leur mécontentement, c'est de marcher. Et dans la plupart des pays africains, on leur arrache le droit. Mais il y a des gens qui estiment que vous devez nous écouter. Bon, le chef, ceux qui dirigent n'ont pas forcément besoin des armes pour mettre au pas leurs compatriotes. Quand vous mettez à faire couler du sang, ça vous rattrape toujours. Ça vous rattrape toujours. Et je crois que dans le reportage, quand les gens ont parlé de l'attitude de la France, non, la France ne va pas agir. La France a ses intérêts au Tchad, je le dis toujours. Et là où la France a ses intérêts, ne demandez pas à la France d'agir, ne demandez pas à la France de faire des remontrances et des défis. Non, ce n'est pas possible. Donc, il faut que les Africains prennent leurs responsabilités. Il faut une révolution des États africains. Sinon, certains pays africains refusent de couper le cordon ombilical avec le colon parce qu'ils y ont leur intérêt. Oui. Bernard Sonaïpon. Moi, je pense que, comme l'a dit Soudé, la France, est-ce que la France a véritablement intérêt à agir au Tchad? Vous l'avez vu dans les pays où ils avaient des intérêts, au Burkina Faso, au Mali et je ne sais pas moi, en Guinée, ils ont réagi promptement. Ils ont dit, ils ont condamné les exactions, ils ont condamné tout ce qui se faisait, les coups d'État et autres. Mais aujourd'hui, au Tchad, qu'est-ce qu'on constate? C'est silence radio. Ils se dédouanent en quelque sorte aujourd'hui de tout ce qui se fait au Tchad. C'est véritablement malheureux. Moi, je dis également, c'est le moment plus que jamais de demander au peuple tchadien de se lever si véritablement ils voient en cette transition quelque chose qui n'est pas véritablement probant pour leur développement, qu'ils se lèvent et qu'ils fassent ce que d'autres peuples ont fait pour déguerpir le président de la transition qui est là actuellement. Aristide Kanoussou, le révolutionnaire a fini de donner son point de vue. Votre point de vue, s'il vous plaît. Je suis écœuré, je suis meurtri de voir qu'un gouvernement décide de tirer à balles réelles sur son peuple, de les tuer. Un journaliste a même perdu la vie. Mais encore, le porte-parole du gouvernement tchadien, ce n'est pas les forces régulières qui auraient tiré sur la population. Il paraît que c'est des badauds qui ont agi. Ils vont se dédouaner. Ils ne vont jamais accepter de porter la responsabilité. C'est la conséquence de violations flagrantes des textes de la République, des dispositions démocratiques d'un État. Et je pense que, comme l'a dit M. Soudé, ça ne restera pas sans conséquence. Parce que le peuple africain est désormais mature. Franck Kenevor, vous êtes également sur ce plateau. Oui. Non, je pense que l'Afrique a besoin de se remobiliser autour d'un certain nombre de valeurs. Si nous ne voulons pas faire de la démocratie, inventons notre démocratie, mais si nous sommes dans un contexte de démocratie, il faut respecter les règles. Lorsque le président Déby Père est décédé, la Constitution a prévu un mécanisme pour remplacer celui qui le pose vacant. Donc, si on avait respecté ce mécanisme-là, on n'en serait pas là aujourd'hui parce que le président qui est là, il a quelle légitimité? Ce n'est pas parce que je suis le fils de tel que je dois remplacer ce dernier alors qu'on parle de fonctions politiques et de fonctions publiques.
Donc, moi, je pense que si nous sommes dans une logique de démocratie, soyons conséquents envers nous-mêmes et respectons les règles de la démocratie. Merci à chacun de vous. Merci donc à notre ami Franck Kenevo qui nous a consacré une partie de son temps de ce dimanche dominical. J'espère qu'après cette émission, il ira véritablement nous plonger aussi dans les mains de Dieu pour demander à Dieu de nous couvrir de ses bontés, de ses bonnes choses, puisque là, lui, il est véritablement disposé et disponible pour accompagner chacun de nous sur cette terre des hommes. Madame, messieurs, ce sera l'essentiel qu'il faut retenir sur cette émission. Merci de nous avoir permis de vous tenir compagnie. On prend rendez-vous pour samedi et dimanche prochain.